bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue sur Coopération, le podcast de la DCSD. Aujourd'hui, nous sommes allés en Asie et plus précisément à Singapour à la rencontre de Jean-Michel Dumas. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez déjà, merci beaucoup de nous recevoir avec un décalage horaire qui, je crois, est assez important. Et on a combien d'heures avec la France ? En ce moment, on a 6-7 heures, oui. 6-7 heures et une météo un petit peu différente, je suppose. Oui, chaud et pluvieux. Bon, pluvieux ici et un petit peu moins chaud en France. Bon, écoutez, si vous êtes d'accord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, bien évidemment, vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours. Oui, donc Jean-Michel Dumas, donc je suis officier de sapeur-pompier actuellement en détachement donc auprès de la DCSD depuis le mois de janvier 2021 à Singapour, et auparavant j'étais en situation également de détachement auprès d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Safe Cluster dans le sud de la France, au sein duquel je m'occupais de recherche et innovation pour des technologies de sécurité défense, et puis tout cela après une carrière d'officier dans le SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Aix-en-Provence, où j'ai été donc jusqu'au grade de commandant. Alors, consultant maîtrise des risques, sapeur-pompier, détaché dans un pôle de compétitivité, c'est un parcours qui est quand même assez atypique. Comment ces expériences ont façonné votre approche dans la gestion des projets internationaux ? Alors, effectivement, ça peut être un parcours atypique, mais dans le monde des sapeurs-pompiers, on a aussi beaucoup de gens qui ont des parcours très atypiques, et probablement des fois plus atypiques que le mien. Je voulais dire que dans les fonctions que j'ai occupées, à la fois au sein des sapeurs-pompiers, où j'étais en charge notamment des relations internationales pour le 10 des Bouches-du-Rhône, et puis après chez Safe Cluster, où j'étais en charge de monter des projets de recherche et innovation, j'ai régulièrement eu à gérer donc ces programmes de recherche avec des financements européens ou des financements de tous horizons, et ça a renforcé un petit peu mes compétences dans cette capacité à la fois à gérer des choses un petit peu complexes avec des acteurs de différents pays et sur des sujets techniques, qu'ils soient des sujets de sapeurs-pompiers ou des sujets d'autres horizons. Donc quand j'ai eu la mission d'être expert technique international à Singapour, et quand la DCSD m'a demandé de mettre en place des programmes régionaux, j'ai eu une certaine facilité technique, en tout cas, au moins sur l'aspect du montage de projets et de l'organisation d'activités un petit peu complexes et régionales, parce que j'avais pu mettre en place cela ou en France ou à l'échelle européenne auparavant, et ça a facilité grandement les choses, avec en plus l'habitude de plus d'une dizaine d'années de travail en anglais avec des partenaires européens ou des partenaires non européens, qui ont aussi été un facteur facilitant pour se déployer dans cette région, qui est anglophone sans l'être, puisque la langue anglaise n'est pas forcément la langue des pays avec lesquels je travaille, mais qui est une langue de travail, et donc qui fait partie intégrante de mon activité. Moi déjà, j'ai une question sur votre intégration à la DCSD, comment elle s'est déroulée et quels défis en fait vous avez rencontrés en prenant ce poste ? Alors, ma prise de poste s'est fait aussi dans un contexte particulier, puisque c'était le milieu de la crise Covid, et donc
tout a été fortement perturbé, et donc mon cycle d'intégration a été extrêmement raccourci, puisqu'il a duré à peu près 24 heures, ce qui est pas forcément le cas, voilà, c'est un peu court. Voilà, bon, en tout cas, ça permet quand même de rencontrer les différents services de la DCSD, d'être briefé, à la fois par la direction, et puis par l'officier qui est en charge du secteur protection civile, enfin voilà, l'ensemble des composantes, et de voir un petit peu les différents services. Mais j'allais dire que quelle que soit la durée de cette intégration, moi j'ai eu qu'une journée, mais quelle que soit la durée de cette intégration, je pense que c'est jamais en fait vraiment assez, puisque ce qu'on vit au sein d'un poste est quand même très difficile à expliquer en détail. Donc on nous briefe sur les éléments politiques, techniques, la manière de gérer un budget, etc. Mais dans la réalité, on est quand même un peu livré à soi-même, même si on peut demander des conseils à beaucoup de gens. Et c'est ça quand même qui est très particulier dans ce poste. Alors moi j'aimerais savoir un petit peu au quotidien quel est le travail de Jean-Michel Dumas. Comment ça se passe de tous les jours? C'est quoi une journée d'un coopérant à Singapour? Alors, les journées se succèdent mais ne se ressemblent pas. J'allais dire que... Alors déjà pour parler des pays avec lesquels je travaille, je pense que c'est important parce que ça dresse aussi quand même le tableau de la coopération. Donc moi je suis basé à Singapour. Singapour c'est un pays qui est petit en taille. Et donc nos correspondants du quotidien, les personnes avec qui je travaille, ce sont les pompiers de Singapour, qui s'appellent la Singapore Civil Defence Force, qui ont fourni des métiers à peu près identiques à ceux que font les sapeurs-pompiers en France. Et puis d'autres acteurs à Singapour, donc il y a d'autres composantes du ministère de l'Intérieur à Singapour, notamment il y a un centre de recherche assez important, il y a les services qui s'occupent des activités maritimes, donc les autorités portuaires, etc. Et aussi des relations avec l'ensemble des parties qui sont présentes, puisque Singapour est une place régionale dans laquelle siègent un certain nombre d'instances, la Banque mondiale, des sièges de grands groupes internationaux ou d'acteurs d'ONG internationales qui sont présentes sur la région. Donc il y a déjà un premier périmètre géographique qui est Singapour, qui est petit en taille mais très dense en acteurs. Et puis les pays avec lesquels je travaille sont éparpillés dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Et donc une partie importante de mon travail, c'est d'entretenir le dialogue avec ces pays-là, et au sein de ces pays-là, d'entretenir le dialogue avec les agences qui sont les agences qui correspondent au métier de la protection civile. Et dans chacun des pays, chaque pays a son organisation, et dans chaque pays, il y a un certain nombre d'agences. Alors je parle d'agences parce que ce ne sont pas forcément des acteurs ministériels, ça peut être des acteurs territoriaux, ça peut être des agences interministérielles qui s'occupent des questions de protection civile. Donc prise de poste, ça veut dire un inventaire des forces de présence, puisque, je le répète, donc moi la mission que m'a confiée la DCSD, c'est véritablement une mission régionale dans le sens de mettre en place des activités régionales qui déclinent la stratégie Indo-Pacifique de la France, qui est une feuille de route légèrement différente de celle qu'avaient mes prédécesseurs, et donc mes prédécesseurs n'avaient pas forcément exactement les mêmes interlocuteurs. Donc un premier travail du quotidien, c'est de mettre en place cette cartographie des acteurs, entretenir le dialogue avec ces acteurs, et puis à l'ère du numérique et de la visioconférence, on peut penser que depuis Singapour, avec la fibre optique, on fait beaucoup de choses, et ça n'est pas le cas, puisque dans les pays qui sont les pays avec lesquels je travaille, il n'y a pas une grande habitude de la visioconférence, ou alors elle est très limitée, c'est-à-dire on se dit bonjour, on entretient l'amitié, on traite d'un dossier qu'il faut faire avancer, mais les relations les plus stratégiques, c'est-à-dire le moment au cœur dans lequel on devient partenaire et on a envie de travailler ensemble, il se fait en présentiel. C'est complètement incontournable. Les principales décisions, les principales autorités, on les rencontre en présentiel, on ne les rencontre pas en visio, et surtout pas la première fois. Voilà, donc j'allais dire qu'il y a quand même une composante essentielle de cette fonction-là qui est de se déplacer auprès des différentes agences pour aller les rencontrer, voilà, se faire connaître, expliquer le projet. On parlait de l'agenda tout à l'heure. Voilà, il y a une grosse partie du travail qui est ce travail de relationnel qui m'a occupé une partie du temps, notamment lors de la mise en place, qui prend beaucoup de temps parce que j'ai plus d'une dizaine de pays à m'occuper, donc ça prend beaucoup de temps. Et après, une autre partie importante du temps que j'ai consacré dans mes presque 4 ans là, de mission, qui est de concevoir des projets, c'est-à-dire
imaginer des activités de coopération qui vont rendre service aux pays qu'on cible, qui vont décliner aussi les priorités politiques édictées par la DCSD et le Quai d'Orsay. Et donc, ça se fait pas immédiatement, dans le sens où chacun des pays a énormément de besoins, mais il faut faire le tri dans ces besoins et être en mesure de cibler ceux qui sont prioritaires et ceux qui sont aussi prioritaires pour la France. Donc voilà, je dirais que ça remplit déjà une partie de l'agenda. Et après, il y a une partie de l'agenda qui est non négligeable dans le quotidien d'un coopérant, qui est la gestion d'un certain nombre de tâches qui se font en bureau, qui sont répondre aux commandes, parce qu'une ambassade, ça sert la centrale. Donc on reçoit régulièrement des notes diplomatiques qui nous demandent de produire des synthèses, de répondre à des questions, de préparer des déplacements d'autorités, etc. Donc c'est une partie importante du temps. Et puis après, il y a la gestion d'un certain nombre de petites activités locales qui sont participer par exemple à quelques exercices avec le lycée français ou à la vie de la communauté française de Singapour, puisqu'on est à chaque fois, toute l'ambassade est mobilisée dans des activités au profit de cette communauté. Oui, ce sont des journées qui sont quand même plutôt denses. Oui, elles sont réparties. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. Alors, vous parliez de la dizaine de pays, et puis et Singapour, bien évidemment, où vous êtes. On sait qu'aujourd'hui, la région Indo-Pacifique, c'est une région qui est sous les feux de la rampe. C'est une région importante en termes de géopolitique. Elle présente des enjeux complexes. Comment votre mission à Singapour contribue à renforcer la coopération entre la France et ces pays de l'Asie du Sud-Est dans votre domaine, le domaine de la protection civile? Alors effectivement, vous l'avez souligné, l'Asie du Sud-Est est une zone à fort enjeu, des enjeux géopolitiques, comme vous l'avez indiqué, et aussi des enjeux économiques, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est la zone régionale du monde qui a la plus forte croissance économique, donc qui a un dynamisme extrêmement important. C'est une zone très peuplée. L'Indonésie, c'est 270 millions d'habitants, juste un seul pays. Voilà. Ici, les pays se comptent en centaines de millions d'habitants. Voilà. Les Philippines, le Vietnam, c'est à chaque fois 100 millions d'habitants. Donc voilà, c'est une zone très dense en population, très dynamique, au cœur de la tension géopolitique. Et donc ça, c'est des choses à vraiment prendre en compte dans notre approche, parce que la coopération de protection civile, elle n'est pas, j'allais dire en mauvais français, stand-alone, elle n'est pas décorrélée du reste des activités du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien sûr, ça s'intègre pleinement. Donc la DCSD a déjà des activités de coopération très importantes dans la zone, coopération militaire, dans pratiquement tous les pays de la zone, coopération de police et de gendarmerie, de sécurité intérieure dans presque tous les pays de la zone. Donc c'est déjà des choses à prendre en compte pour essayer de trouver les synergies ou éviter les duplications ou aller dans le même sens, travailler avec les mêmes acteurs, donc s'il y a un attaché de sécurité intérieure, souvent il travaille avec le même ministère que moi, c'est-à-dire qu'il travaille du côté sécurité intérieure et moi protection civile, souvent c'est le même ministère, donc on essaie de se synchroniser. Les attachés de sécurité intérieure sont plutôt sur une logique de retour en sécurité intérieure, c'est-à-dire de travailler sur des enjeux qui vont toucher directement la France, alors que l'on s'inscrit plutôt sur de la coopération d'influence. Donc le prisme n'est pas exactement le même, mais on travaille ensemble. Je travaille aussi beaucoup avec le service économique, parce que les services économiques sont aussi très fortement présents, et donc on essaie notamment quand il s'agit de protéger les intérêts français, de prendre en compte les intérêts économiques français également. Donc je dirais que ce dialogue, il est fait... Encore une fois, je dois passer aussi pas mal de temps à discuter avec les attachés de défense, les attachés de sécurité intérieure, les services économiques, les services de coopération culturelle aussi pour le volet universitaire et scientifique qui fait partie des activités de coopération que j'anime, et pour proposer des choses qui cochent toutes les cases. Et du coup, c'est pour ça que je disais qu'au départ, dans la mise en place du coopérant, il y a forcément un travail de cartographie et de compréhension de cet univers qui ne peut pas être expliqué totalement au moment où on intègre la DCSD à Paris. Et donc il faut se faire aussi son image de tout cet environnement-là pour proposer quelque chose qui soit parfaitement compatible avec le reste des activités. Alors justement, vous parlez de ces acteurs-là dans votre environnement de coopérants avec l'ambassade et vous êtes à la DCSD. Est-ce que vous avez des relations avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui est l'expert métier français en termes de protection civile ?
Oui, c'est cela. En fait, c'est exactement le bon terme. C'est l'expert métier. C'est-à-dire que c'est la direction générale vers laquelle on se retourne tous quand il s'agit de proposer des missions d'expertise. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, le quotidien du coopérant, c'est de mettre en place des missions d'expertise. C'est-à-dire, la coopération, ça se décline dans des activités de formation, des séminaires, des conférences, des exercices. C'est des sujets techniques, mais c'est du transfert de connaissances de la France vers les pays bénéficiaires. Et donc, cette connaissance, elle est au sein de la sécurité civile en France. Donc, sous la tutelle de la Direction générale de la sécurité civile, mais donc la mobilisation des services incendie, des pompiers de Paris, des formations militaires de la sécurité civile, des progrès de Marseille, etc., etc. À chaque fois, ça se fait en bonne intelligence avec la Direction générale de la sécurité. Je dirais qu'il n'y a pas de difficulté dans la mesure où les connaissances qu'on va proposer à l'Asie du Sud et du Sud-Est sont les connaissances du socle français, de la doctrine française. D'accord. Donc voilà, donc c'est surtout le dialogue qui se fait avec la DGCGC, c'est surtout est-ce que l'expertise est disponible, est-ce qu'elle est mobilisable, parce que les ressources sont des fois non mobilisables. On peut citer récemment les Jeux Olympiques. Bon, pendant la période des Jeux Olympiques, il n'est pas possible ou très peu possible de mobiliser de la ressource de France. Ça se comprend assez facilement. Tout le monde est mobilisé sur la sécurisation de l'événement. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on aborde les grands projets sur lesquels vous travaillez. Et pour commencer, le projet Global Port Safety, le GPS, qui vise à renforcer la sécurité des infrastructures portuaires dans une douzaine de ports majeurs, je crois, en Asie du Sud et du Sud-Est. Comment vous avez structuré ce projet pour qu'il devienne un projet d'ampleur, je crois, c'est une ampleur européenne et en Indo-Pacifique ? Oui, c'est un projet sur lequel je travaille depuis mon arrivée au poste. Encore une fois, j'avais dans ma feuille de route comme priorité de mettre en place des activités de coopération Indo-Pacifique, en tout cas qui décline la stratégie Indo-Pacifique de la France, donc avec une très forte dimension régionale où auparavant on était plutôt sur des relations bilatérales, c'est renforcer des relations bilatérales entre la France et tel ou tel pays de la région, par des activités de coopération de protection civile. Là, on était plutôt sur une dimension vraiment régionale, c'est-à-dire de mettre en place pratiquement plus que des activités régionales au sens large. Et donc l'Indo-Pacifique, c'est pour la DCSD, c'est pas juste l'Asie du Sud-Est, c'est aller voir un petit peu plus largement les voisins de l'Asie du Sud-Est et aussi les pays affinitaires qui sont actifs dans cette zone-là pour les embarquer avec nous. Quand on regarde en fait une carte de cette région, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du bleu. Les pays de la région sont des îles, enfin des espaces archipélagiques comme l'Indonésie et les Philippines, ou des pays qui ont une très grande façade maritime, qui sont des péninsules, ou qui ont, par exemple le Vietnam, c'est un pays très très largement maritime, qui est dépendant de la mer pour ses activités économiques, même s'il a des frontières terrestres, c'est tout se fait par la mer. On n'a pas tout à fait le même regard quand on est en Europe, où les échanges intra-européens se font quand même beaucoup par l'interland, par le rail, la route, etc. Là, les échanges intra-ASEAN ou intra-Asie se font par la mer. Se font très peu par la route, se font par la mer. Après, il y a des fleuves comme le Mékong, etc. Mais sinon, ça se fait quand même par la mer. Donc la dimension maritime est extrêmement importante et elle se retrouve dans la coopération. La DCSD a plusieurs coopérants maritimes, donc un présent au Sri Lanka et un à Jakarta pour les activités de sécurité maritime. Maintenant, moi, je m'occupe de protection civile. Donc protection civile, c'est pas la mer. Ça s'arrête à ce qui est à terre. Et donc, après, c'est Marine nationale et autres. Donc, sur la terre, ce qui restait, c'est les ports. Et donc, en cherchant de l'information, j'ai pu m'apercevoir que, en Asie, comme les pays ont des grandes façades maritimes, ils pourraient avoir des milliers de ports. Donc, ils ont, en définitive, des milliers de ports, mais le commerce, c'est-à-dire leurs activités économiques, est concentré dans quelques-uns. Donc, même dans des pays comme l'Indonésie, qui est un pays... il y a 7000 îles en Indonésie, ou 17 000 îles en Indonésie, c'est gigantesque, c'est vraiment un archipel énorme. Il y a un peu moins de 50%, à peu près 45% de son commerce qui dépend du port de Jakarta. C'est-à-dire que tous les autres territoires alimentent ce port-là, qui est un hub qui dessert après le commerce mondial. Donc les pays en Asie du Sud-Est concentrent leur commerce international dans de très grands ports. Et donc, j'ai fait une liste et une caractérisation de ces très grands ports, et puis j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Il se trouve que j'étais juste après la catastrophe de Beyrouth, qui a marqué tous les esprits. Partout dans le monde, on parle de Beyrouth. Quand on est dans un port,
tout le monde comprend ce que c'est, ce qui s'est passé, et tout le monde a eu cette réflexion de est-ce que ça pourrait arriver chez moi. Et donc j'ai aussi exploité cette idée de la prévention des accidents majeurs dans un port est extrêmement utile, parce que s'il arrive cet accident de Beyrouth malencontreux dans n'importe lequel des grands ports d'Asie du Sud-Est, le pays impacté, son économie va être très durablement touchée, et les économies alentours aussi, puisque chaque pays est très interdépendant des uns des autres. Il y a un effet de réseau de maillage territorial. Donc c'était le point de départ de cette réflexion. Et c'est comme cela que progressivement j'en ai été amené à proposer cette activité qui est en fait par l'identification d'une douzaine de ports, de grands ports d'Asie du Sud-Est, qui sont des ports à grands enjeux et pour cette région et pour nous, dans le commerce Asie-Europe. Ces ports ont une très grande place. Et donc proposer des activités de coopération autour de cette protection des ports par la formation des pompiers des ports, par la formation des gardes-côtes, par la formation des autorités maritimes. Donc peut-être aller un tout petit peu plus loin du seul métier de la sécurité civile, mais qui permettrait de proposer un projet régional d'envergure. Le deuxième grand projet que vous supervisez, c'est la lutte contre les feux de forêt en Asie du Sud-Est. Quelle est l'importance de ce projet? En quoi la spécificité notamment des tourbières dans la région Indo-Pacifique fait-elle de cette lutte un enjeu climatique majeur? Alors c'est vrai que quand on vient de France, on ne s'imagine pas forcément qu'il y ait des feux de forêt importants dans cette région-là, qui est une région très humide. C'est quand même à l'équateur où... En tout cas, on parle de forêt tropicale ou de rainforest en anglais, donc on n'imagine pas que ça puisse brûler. Néanmoins, cette région est très fortement touchée par le réchauffement climatique, par les changements climatiques. Donc des étés plus secs, des saisons des pluies moins importantes, et notamment quand il y a le phénomène El Niño qui augmente très fortement la saison sèche. Et donc depuis un peu moins d'une dizaine d'années, les feux de forêt, les feux de végétation sont en très forte croissance dans cette région-là et ont un impact très important, sont des irritants très importants entre les pays puisque sont générateurs de fumée qui viennent polluer le pays voisin. Donc notamment entre Malaisie, Singapour, Indonésie et même à la frontière Thaïlande, Laos, Cambodge. Or, la France a quand même beaucoup à apporter puisque dispose de compétences très fortes et très larges. Les forces de la sécurité civile, l'Office national des forêts, un ensemble de centres de recherche, l'INRAE, etc., qui travaillent sur ces enjeux des forêts. Et donc on a une offre de services qu'on peut facilement proposer à ces pays-là. Et donc c'est assez naturellement que j'ai pu proposer ces sujets-là qui n'auraient peut-être pas trouvé écho, encore une fois, il y a 10 ans, et qui maintenant sont devenus des sujets sur lesquels, en Asie, moi je parle de l'Asie du Sud-Est, mais même plus largement en Asie, il y a une très forte demande d'assistance technique pour gérer ces incendies de forêt. Alors vous parlez de tourbières, il se trouve que en Indonésie, donc qui est juste à côté de Singapour, se trouvent les plus grandes tourbières au monde. Les tourbières sont des accumulations de végétation de milliers d'années qui se font dans un sol qui est relativement plat et donc l'érosion n'entraîne pas cette végétation dégradée et donc en Indonésie on trouve des endroits où il y a de l'accumulation de tourbières sur quelques mètres ou voire jusqu'à 10 mètres d'épaisseur. Alors, il y a plusieurs enjeux, en fait, qui nous intéressent dans ce sujet-là. J'ai parlé des enjeux de qualité de l'air. Les feux de forêt de tourbières sont générateurs de dizaines ou de centaines de morts chaque année par les fumées. Donc, c'est un impact vraiment très important. Et encore une fois, c'est énorme, oui. Voilà, et encore une fois, oui, parce que les populations jeunes, notamment les enfants ou les personnes qui ont des difficultés respiratoires, sont très fortement impactées. C'est des fumées très âcres, pas du tout la même chose que les feux de forêt chez nous. Des fumées qui ne se dispersent pas, qui restent très très longtemps dans l'air. On peut avoir plusieurs jours ou plusieurs semaines dans la fumée. Et donc quand on a des villages entiers qui sont dans les fumées, on a des impacts très importants sur la population. Pendant plusieurs mois en 2015, c'était interdit à Singapour de pratiquer du sport. Vous voyez, par exemple, c'était vraiment complètement irrespirable et dangereux pour la santé. Mais il y a un enjeu aussi important en matière d'impact sur le climat. L'Indonésie, les plus grandes tourbières au monde, et les tourbières du monde, c'est à peu près 3% du carbone. C'est-à-dire que si ces tourbières brûlent, elles relâchent 3% du carbone mondial accumulé. C'est gigantesque. Ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone.
Et donc, si on vient à brûler ces tourbières, ce carbone accumulé, il part dans l'atmosphère, donc il contribue à l'effet de serre, etc. Et il ne se régénère pas, puisque la tourbière met plusieurs milliers et millions d'années. Donc, tout ça pour dire que la France étant extrêmement active sur le plan diplomatique, sur les enjeux climatiques, préservation de la biodiversité, il était assez facile de proposer ce sujet-là, qui serait entendu et par nos autorités politiques, parce que ça appuie donc encore une fois les actions françaises pour le climat et la biodiversité, et aussi par les pays bénéficiaires qui sont très demandeurs de cette coopération. Oui, ça, en fait, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous apportez à ces pays? C'est de la formation, c'est du matériel, c'est les deux en même temps? Alors, la coopération, c'est principalement de l'assistance technique, c'est-à-dire du transfert de connaissances, qui peut se faire sous plusieurs formes. Le plus courant, c'est d'envoyer des formateurs français dans les différents pays dispenser des cours. Donc moi, en l'occurrence, ce sont des formations régionales. Donc on réunit un certain nombre de pays dans un endroit pour dispenser une formation. Donc là, sur les feux de forêt ou pour le projet sur les ports, sur les feux de bateau ou les risques matières dangereuses. Et c'est aussi la possibilité de faire venir des stagiaires asiatiques en France. Alors pour les feux de forêt, par exemple, j'ai mis en place avec l'Université de Paris Sciences Lettres, le campus de Montpellier, un master en langue anglaise sur les feux de forêt, et en partenariat avec l'École d'application de la sécurité civile française. Et on envoie chaque année une petite dizaine de stagiaires asiatiques se former à Montpellier, Aix-en-Provence et Bordeaux sur incendie de forêt pendant de quelques semaines à 1 an. Pour ceux qui font 1 an, peuvent obtenir un diplôme de Master 2 incendie de forêt. Je vais citer un autre exemple. Cette semaine, j'anime à Singapour des exercices sur table de gestion de crise. Donc 6 experts sont venus de France animer ces exercices qui réunissent 45 participants d'une quinzaine de pays d'Asie qui travaillent sur des scénarios de crise majeure en environnement portuaire. Donc on injecte des scénarios qui expliquent qu'il se passe tel ou tel incident avec telle ou telle répercussion sur la population, tel ou tel dommage, et des équipes internationales, interservices, mêlant des pompiers, des gardes-côtes, des autorités portuaires, des entreprises privées, comme CGM, Total et autres, qui participent à ces exercices-là. Et donc, les formateurs français organisent ces exercices et aident donc les stagiaires à apprendre à gérer une crise majeure en environnement portuaire. Donc, la coopération, elle peut être assez variée sur le plan de sa déclinaison opérationnelle. Vous travaillez sur des projets où il y a plusieurs acteurs internationaux, des bailleurs de fonds européens, des partenaires locaux, bien évidemment. Comment vous arrivez à maintenir la visibilité de l'action française, en fait, au milieu de tous ces acteurs? Alors, effectivement, je travaille avec beaucoup d'acteurs et la DCSD, encore une fois, est en demande de mobiliser des acteurs partenaires de la France. Donc, sur le sujet des ports, des formations dans les ports, on est en France-Pologne du côté européen, avec un financement européen. Et Singapour et la République de Corée nous aident aussi à mettre en place ce projet-là qui bénéficie à 8 pays d'Asie du Sud-Est. Donc on voit déjà que ça fait beaucoup de pays mobilisés. Sur le projet sur les feux de forêt, c'est un projet France-Corée, donc avec un financement de la DCSD et du Korea Forest Service, le service forestier en charge de la protection des forêts de Corée, qui bénéficie à une quinzaine de pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. Donc c'est des projets à très forte dimension régionale. Comment est-ce que la France reste visible ? Je veux dire qu'il y a 2 façons de garder une place en visibilité. Le premier, c'est de garder une place dans le leadership. Donc la France a été à l'initiative, est à la gouvernance de ces projets, définit les priorités avec ses partenaires, mais reste très fortement présent dans les instances de décision. Sur le projet sur les ports, la France est co-investisseur auprès de l'Union européenne et reste décisionnaire des grandes priorités du projet. Donc déjà, ça permet de rester visible et surtout de continuer à piloter et à diriger ce projet, même s'il est confié à un opérateur. Et après, c'est en étant présent dans les actions opérationnelles. La coopération technique, elle se fait avec les pompiers français, avec les affaires maritimes françaises, avec Et donc ces pompiers, sapeurs-pompiers, formation militaire, marins-pompiers, pompiers de Paris viennent avec leur uniforme et quand ils viennent, on voit tout de suite qu'ils représentent la France. Et donc à chaque action, il y a des formateurs français. J'ai organisé il y a 15 jours une formation feu de navire à Singapour, où Singapour a organisé cette formation-là dans le cadre de ce projet sur les ports, GPS.
Et on a mobilisé aussi des marins-pompiers, en l'occurrence, 2 marins-pompiers de Marseille et 1 officier de sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie qui sont venus participer à la formation. Donc même si c'est le partenaire pays affinitaire qui est le principal organisateur technique de l'action de coopération, on continue à maintenir une présence forte de représentants français pour marquer donc la présence de la France et le leadership de la France sur ces projets. Tout en, finalement, au bout du compte, vous arrivez quand même à aligner, avec bien évidemment la visibilité de la France, mais à aligner les priorités de chacun, parce qu'il y a l'Union européenne, il y a la France, et puis il y a bien évidemment les partenaires locaux et régionaux. Effectivement, c'est mon défi du quotidien. Oui, tout à fait. Alors, France et Union européenne, il se trouve qu'on a des stratégies dans le Pacifique qui se ressemblent beaucoup. Donc, sur le plan politique, on arrive à trouver quand même une synchronisation, même si après, la tambouille technico-administrative des projets européens est toujours un peu spécifique et donc on doit s'adapter. Mais effectivement, quand on travaille avec des partenaires coréens, singapouriens, là on est en discussion pour mobiliser nos amis japonais, les Australiens, etc. Bon, chaque pays a son historique dans la région. Déjà, on essaye d'identifier dans tout ça les points d'accroche. Bon, il se trouve que pour la plupart des pays affinitaires que je viens de citer, donc Singapour, République de Corée, Japon, Australie, il y a des relations bilatérales très fortes, il y a un agenda bilatéral, et dans l'agenda bilatéral ont été identifiés des axes de coopération bilatérale en pays tiers, et souvent dans ces axes de coopération pays tiers, il y a plus ou moins la protection civile ou la protection des infrastructures critiques ou les enjeux climatiques. Et donc on arrive, sur la base de ces accords politiques, à identifier des points forts sur lesquels on peut s'accrocher et on peut mobiliser des acteurs techniques à nos côtés. Encore une fois, je pense que le succès des projets techniques, parce qu'à la fin, on met en place des formations pompiers qui sont des choses vraiment très techniques, mais pour assurer le succès de cela, il faut avoir vérifié auparavant, dans le cadre du montage de projet, toute la préparation, qu'on est vraiment très aligné avec la commande politique. C'est vraiment un gage de succès durable. Ça m'amène en fait au dernier chapitre de ce podcast sur les défis, l'impact personnel, et vous venez de parler déjà de ces défis sur la gestion de projet. Est-ce que ce sont aussi des défis sur le plan technique et sur le plan diplomatique ? Je dirais que les défis sont vraiment très régulièrement renouvelés, puisque nos autorités politiques en France changent, les priorités changent. L'Union européenne, c'est la même chose. Nos pays amis dans la région changent aussi. Les pays bénéficiaires aussi changent. Il y a des élections régulièrement. On touche la plupart du temps des démocraties. Et donc, il faut aussi s'adapter à tous ces changements qui ont un impact non négligeable. Je veux dire, par exemple, quand il y a un changement de présidence en Indonésie, pendant de nombreux mois, les ministères sont en recomposition et donc ça met un peu en pause la coopération. Donc en tout cas, il faut garder tous ces enjeux-là. Encore une fois, même si on a notre agenda technique et on veut pousser nos actions de coopération, on est quand même forcément obligé de tenir compte de ces différents agendas. On a dans ce champ de contraintes, on a aussi des éléments extrêmement positifs. Par exemple, l'Asie est un lieu sur lequel se déplacent bon nombre de nos autorités. On a régulièrement des visites des autorités diplomatiques du Quai d'Orsay. On a régulièrement aussi des visites ministérielles. On a aussi des visites présidentielles dans la région. Et donc, à chaque fois qu'il y a un déplacement d'une autorité importante, il y a une accélération de l'agenda. Et donc, on a de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visites d'autorités en Asie d'une manière générale, pas que à Singapour. Et donc voilà, tout le monde en profite, c'est-à-dire tous les services s'alignent et poussent leurs priorités, et ça stimule aussi nos partenaires. Les partenaires qui sont aussi très demandés par ailleurs, ils ont aussi beaucoup d'autres relations bilatérales. Quand un ministre se déplace à Singapour ou en Indonésie ou au Vietnam, forcément on arrive à faire passer des idées, à signer des accords, à faire accélérer un certain nombre de choses. Et voilà. Et à l'inverse, voilà, quand il y a des mises en pause ou des froids, ça peut bloquer la relation presque des fois du jour au lendemain pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
Ça va bientôt faire 4 ans que vous êtes à Singapour. Quel impact personnel cette mission de coopérant a eu sur vous, sur le plan professionnel, bien évidemment, mais aussi sur le plan personnel ? Je vais dire, sur le plan personnel, c'est vraiment très enrichissant, puisque, encore une fois, on sort d'une zone de confort. Je ne veux pas dire que j'étais dans une zone de confort en France, parce que j'avais aussi un certain nombre de défis à relever, mais on arrive quand même avec de nombreux défis professionnels qui s'ajoutent aux défis personnels, parce que je me suis déplacé en Asie avec ma famille, bien sûr, et donc il y a aussi l'adaptation familiale, donc les enfants, mon épouse, au contexte, aux contraintes, etc., qu'ils font mener de front, encore une fois, pendant une période Covid, avec la mise en place d'une activité professionnelle qui est totalement différente de celle que j'ai pu exercer auparavant. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des moments difficiles, c'est certain. Encore une fois, le fait de travailler, même si on s'inscrit dans un réseau diplomatique, même si on a un appui de la centrale, etc., on est quand même un peu plus en solo que quand on est dans un SDIS, où on est avec des équipes beaucoup plus denses et importantes, et un ancrage, encore une fois, territorial. Là, c'est un petit peu plus... c'est les relations diplomatiques, c'est quand même très très différent, et il y a un peu moins de densité. Je veux dire, c'est quand même très enrichissant. Voilà, on apprend énormément de cultures. L'Asie du Sud-Est, c'est plein de cultures différentes, plein de langues différentes, des gens qui ont des histoires, etc. Donc c'est extrêmement enrichissant. Sur le plan personnel aussi, je pense que la famille bénéficie de cet enrichissement avec des contacts, des relations, des voyages aussi, puisqu'on se déplace très facilement aussi. En Asie, les distances sont courtes. En 2 heures, on peut aller dans un certain nombre de pays très très facilement et changer complètement d'environnement. Donc c'est vraiment ça que je retiens, c'est cette richesse de diversité culturelle que je méconnaissais. Je m'étais rendu un grand nombre de fois en Asie pour des raisons professionnelles et personnelles auparavant, mais je n'avais pas forcément perçu toute cette richesse qui existait ici. Et d'un point de vue professionnel, vous avez acquis une expérience supplémentaire, vous le sentez, ça vous a surpris, ça dépasse vos attentes, c'est ce que vous attendiez ? Alors, je pense que la première chose qu'on apprend, c'est la patience. Parce que, encore une fois, dans nos activités opérationnelles, aussi bien sécurité-défense, on est quand même confronté à des enjeux de l'immédiat, des secours ou préparer la sécurisation des Jeux Olympiques, etc. Enfin, c'est quand même très dense, c'est du quotidien, et même s'il y a une vision un peu d'anticipation stratégique, ça reste quand même des activités de court et moyen terme. Bon, dans la diplomatie, on travaille plutôt dans le moyen et long terme. Donc c'est la première chose, c'est la patience. C'est-à-dire, quand on a un interlocuteur du sud-est asiatique et une première fois, et qui se passe on échange des choses, et puis on va le revoir quelques mois après, on échange à nouveau des choses, et qu'on met 6, 12, 18, 24 mois pour envisager la première activité ensemble, parce que c'est normal, parce que c'est comme ça, il faut apprendre à se connaître, etc. La première chose qu'on apprend, c'est quand même la patience. Et des fois, ça peut être un peu frustrant parce qu'on veut des résultats immédiats. On voudrait repartir à la fin de sa coopération et laisser un petit peu des traces, en tout cas avoir fait progresser les choses. Et c'est pas toujours possible. Donc ça, c'est la première chose, c'est la patience. Et une chose aussi qui est extrêmement importante pour que ça fonctionne, c'est le dialogue et l'écoute. C'est qu'on passe quand même beaucoup de temps à discuter, écouter, entendre, comprendre, pour s'adapter parfaitement, le plus possible, aux demandes, aux contraintes, aux enjeux locaux, et pas s'inscrire dans une action qui serait uniquement push. C'est-à-dire, on n'arrive pas avec un package de solutions. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur la prise en compte du contexte, de l'histoire, de la demande, de la compétition aussi, puisqu'on est en une certaine forme de compétition aussi avec d'autres acteurs régionaux. Et donc tout cela, ça nécessite quand même beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute et d'analyse. C'est ça qui, je pense, que j'aurais le plus développé ici. C'est quoi un coopérant, selon vous ? Alors, c'est pas forcément extrêmement simple de répondre à cette question, dans la mesure où je pense qu'on travaille tous dans un contexte très différent, mais pour paraphraser ou renouveler un peu ce que j'ai pu dire auparavant, il y a plusieurs enjeux et composantes de la mission. La première, c'est beaucoup de temps à discuter, échanger, négocier, proposer, analyser, etc. Et puis aussi beaucoup de temps pour
Mettre en place des activités en Asie à plus de 10 000 km de la France, c'est pas ultra simple. C'est pas juste projeter 2 pompiers français de la région parisienne pour dérouler une formation. Ça se fait pas exactement comme ça. On n'est pas dans une zone de confort. On est plutôt un peu seul. Et je pense que c'est un ensemble de choses, de dialogue, discussion, administratif aussi, montage de projets, résoudre des problèmes techniques, résoudre des petites tâches du quotidien et de temps en temps aussi savoir s'inscrire dans l'accueil d'une autorité importante au sein de l'ambassade. Donc je pense que c'est un peu une fonction de couteau suisse, j'allais dire, de la coopération. Et c'est vraiment ça qui caractérise cette fonction. Ça va être ma dernière question, c'est une question récurrente dans ce podcast. Est-ce que vous êtes un coopérant heureux ? Well balanced, comme on dit ici. C'est-à-dire que j'ai trouvé une certaine forme d'équilibre entre des choses qui sont extrêmement intéressantes et puis des choses qui sont des contraintes très fortes. Et donc, pour l'instant, j'ai trouvé cette fonction assez bien balancée, où j'ai pu assez bien équilibrer, en français, où j'ai pu donc des fois m'éclater sur, par exemple, quand on arrive à faire cette semaine un exercice sur table, où on a 15 pays, 6 formateurs, 45 participants, enfin c'est vraiment le gros barnum, hein, c'est l'artillerie lourde, on est sur des choses très très importantes, en tout cas à l'échelle d'un coopérant, on est satisfait, on voit que ces mois ou ces années de travail ont donné du succès. Et puis après, on a aussi des choses un peu plus difficiles à vivre au quotidien. Ben voilà, à la fin, c'est plutôt bien balancé, bien équilibré. Et j'ai plutôt plaisir à assurer cette mission-là. Jean-Michel Dumas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.